Dans cette troisième partie, nous aborderons un thème qui nous est particulièrement cher à premier cri, celui de la qualité de vie au travail. De fait, l'un des effets attendus de la participation à un projet de RAC est celui de contribuer à l'amélioration du bien-être au travail des personnes impliquées. Mais justement, qu'est-ce que le bien-être au travail ? C'est important de veiller et d'étudier le bien-être au travail parce que c'est une dimension qui va conditionner tout à fait la façon dont on travaille. D'abord, qu'est-ce que c'est que le bien-être au travail ? Il y a plein de définitions aujourd'hui dans les médias ou dans la littérature aussi sur ce que c'est que ce bien-être au travail. On estime que c'est une dimension plutôt subjective et individuelle de satisfaction des besoins de l'individu qui vont lui permettre d'effectuer les tâches quotidiennes, d'atteindre ses objectifs au travail, etc. Ça se différencie parfois du concept de qualité de vie qui est parfois plus global, où on va aussi prendre en compte justement le contexte de travail, les pressions en fait, que subissent ces individus au-delà de leur propre marge de manœuvre. On se repose aussi bien sur un terme que sur l'autre. Et chez Cogix, ce qui nous paraît fondamental, c'est d'étudier à la fois l'individu, ses propres marges de manœuvre dans le périmètre sur lequel il agit, mais aussi et presque surtout quelles sont les contraintes qui sont liées à son environnement de travail qui vont potentiellement mettre sur sa route des obstacles vers des obstacles à la bonne réalisation de son travail quotidien. L'enjeu de la collaboration entre Premier Cri et Cogix, c'était de mêler nos deux expertises. Donc de la part de Premier Cri, on avait un besoin d'évaluer l'influence, l'impact qu'avaient les projets de recherche-action collaborative que l'on menait, que l'on facilitait. Quel était l'impact qu'il allait avoir auprès des participants et principalement des participantes professionnelles de la petite enfance. Et donc nous, notre hypothèse, on pourrait dire, c'était que la participation à ces projets de recherche-action collaborative allait avoir une influence sur le bien-être, la qualité de vie au travail des professionnels de la petite enfance. Et c'est particulièrement important d'étudier le bien-être au travail et la qualité de vie au travail parce que l'on estime que sinon on peut voir survenir ce qu'on appelle des risques psychosociaux. Et les risques psychosociaux, c'est les risques qui vont surtout toucher la santé mentale des individus et qui vont les empêcher de travailler et d'accomplir en fait leurs besoins professionnels ou de mener à bien leurs tâches professionnelles. Et ces risques, on commence malheureusement à les connaître, le stress, le burn-out, l'épuisement au travail, etc. Donc nous, on avait une expertise dans le domaine de la petite enfance, dans ce que sont les professionnalités, les professions de la petite enfance. Mais par contre, on n'avait pas d'expertise sur le bien-être au travail, comment est-ce qu'on l'évalue, quelles sont ses dimensions. Et donc c'est pour ça qu'on s'est rapproché de Cogix pour bénéficier de leurs connaissances et donc faire un travail en collaboration entre nos deux points de vue, à la fois des professionnels de la petite enfance et du bien-être au travail. Lorsque l'on interroge les experts et expertes de la petite enfance sur les conditions d'amélioration du bien-être au travail, un point essentiel ressort de nos entretiens. Laisser du temps pour la réflexivité, l'analyse de pratique, les échanges entre collègues qui permettent de prendre du recul afin de mieux accueillir les jeunes enfants et leurs familles. Pouvoir prendre de la distance, analyser ces pratiques, c'est quelque chose qui est essentiel parce que, on l'a vu là, le rapport de l'IGAS qui a été publié récemment montre des cas de maltraitance, même si dans la plupart des EHU, ça se passe bien pour les enfants. Mais par contre, la souffrance des professionnels, elle est cachée, elle est masquée. Alors sur cette question du bien-être des professionnels de l'accueil de la petite enfance, un des premiers enjeux, ça va être la question de la censure et de l'euphémisation. Pas mal de travaux ont souligné le fait que les professionnels de l'accueil, notamment dans le collectif, ont du mal à dire que c'est dur. Et donc pour cette question du bien-être, oui, je pense que ça peut devenir un étendard, c'est-à-dire un étendard intéressant de revendication, c'est-à-dire oui, ça fait des dégâts de s'occuper de jeunes enfants, ça fait des dégâts quand on ne s'occupe pas de la charge que ça implique pour les personnes. Oui, c'est important de le dire, non pas dans une sorte de plainte, mais encore une fois dans une démarche de réflexivité. C'est-à-dire, ça permet aussi de poser de manière claire quelles sont les conditions du bon travail d'accueil des jeunes enfants. Puisque sinon, on va pouvoir élaborer sur, par exemple, en manque d'analyse de pratique. L'analyse de la pratique, c'est une des choses, moi je l'ai pu voir dans mes études, qui va améliorer le plus nettement les différentes dimensions de la qualité de la vie d'équipe. Il ne faut pas oublier qu'initialement, ce sont différentes professions qui ont été formées dans des champs différents, qui n'ont pas les mêmes savoirs.
qui n'ont pas les mêmes positionnements professionnels. Et donc déjà, ça, forcément, on va le retrouver quasiment partout. Mais le fait qu'un professionnel puisse donner du sens à ce qu'il fait chaque matin quand il arrive avec les enfants, mais ayant un but commun, qui est pouvoir aller dans le sens du projet d'établissement, ça c'est quelque chose qui permet d'avoir moins de souffrance au travail. Donc il y a, sur cette question du bien-être, une question de révélation, une question d'officialisation, si on veut, de la possibilité d'un mal-être, mais aussi des conditions dans lesquelles on peut le travailler et justement contribuer à ce bien-être. Mais ça passe aussi par des temps de formation continue, qui permettent aussi aux professionnels de s'approprier des savoirs, de s'approprier des savoirs théoriques, de faire aussi des allers-retours entre la théorie et la pratique et d'abreuver constamment sa pratique professionnelle de savoirs théoriques, ce qui n'est pas donné à toutes les équipes malheureusement. La démarche de recherche-action collaborative permet justement de faire du lien entre la théorie et la pratique, les connaissances scientifiques et les savoirs expérientiels, et donc d'encourager la formation continue des professionnels de terrain. Donc quand on se lance dans des projets de recherche-action collaborative, on a souvent une idée un peu générale du fait que c'est bien de faire de la recherche-action collaborative, c'est bien d'engager des gens sur des projets, la recherche est quelque chose de positif. Par contre, c'est important de garder en tête qu'il est nécessaire d'évaluer l'impact de ce que l'on fait et d'avoir toujours une démarche qui est rigoureuse pour pouvoir mesurer les effets. La question du bien-être au travail dans la petite enfance et quel est ce que la recherche-action peut apporter, j'allais dire, on revient à la première question de l'enjeu aujourd'hui, redonner envie de venir travailler. Et j'espère, moi, et je pense, que ces temps, parce que il y a des temps quand même qui sont dédiés à cette recherche-action, où les professionnels, pour le coup, sont détachés du terrain et se retrouvent en groupe pour travailler chacune leur problématique, mais dans un groupe de chercheuses. Eh bien, là, on est vraiment dans le bien-être et elles le disent. C'est vraiment quelque chose qui, à travers les différents aspects, valorisation, sens... Et donc, à premier cri, notre hypothèse, c'était que de s'engager dans des projets de recherche-action collaborative, ça allait avoir une influence sur le bien-être et la qualité de vie au travail des personnes qui y participaient. Et nous, notre public cible, on pourrait dire principal, les personnes vraiment pour qui on mène le plus ces projets, c'est les professionnels de la petite enfance qui exercent à la fois dans des crèches, dans des musées, dans des écoles. Et ce que l'on a comme hypothèse, c'est que de participer à des tels projets, ça pourrait avoir un impact sur leur bien-être au travail, sur leur qualité de vie au travail. L'évaluation d'un projet de recherche-action collaborative s'organise en 2 temps. La distribution d'un questionnaire, avant et après le projet de RAC, et l'organisation d'ateliers de réflexivité menés par le binôme de médiation. Par rapport à nos hypothèses de travail qui étaient, on avait donc choisi ensemble certains aspects du bien-être au travail qui pourraient être impactés par la participation à un projet de recherche-action de premier cri. Donc il y avait un premier indice qui est la satisfaction générale, donc d'avoir une idée un peu de à quel point les personnes sont satisfaites ou non de manière très large de leur qualité de vie au travail. Et ensuite on avait 3 autres catégories qu'on a appelées des domaines. On avait tout ce qui concerne les pratiques professionnelles, donc qui allait concerner un peu à quel point je me sens acteur ou actrice de mes actions au travail, donc ma capacité d'agir. On avait une partie qui était sur les liens avec mes collègues et aussi avec ma hiérarchie. Et on avait un dernier domaine qui était sur la valorisation de mon travail, plutôt la perception de la valorisation de mon travail, à la fois comment est-ce que moi-même je perçois la valeur de mon travail et comment est-ce que j'ai le sentiment que les autres personnes dans la société perçoivent la valeur de mon travail. Le questionnaire que nous avons construit est proposé aux participants et participantes d'un projet de RAC et plus spécifiquement aux professionnels de terrain en tout début lors de la journée de formation et en toute fin lors du colloque. Les réponses obtenues avant et après la participation au projet sont ainsi comparées, permettant d'observer une possible évolution. Cette démarche, que l'on appelle quantitative, permet d'obtenir des photographies de certains aspects de la qualité de vie au travail à différents moments. Pour compléter cette démarche, nous nous appuyons sur des ateliers de réflexivité qui se présentent sous la forme de réflexions, à la fois individuelles et collectives,
pour saisir les tenants et les aboutissants d'une qualité de vie au travail plus épanouie. Les ateliers réflexifs sont vraiment au cœur justement de la mission de médiation. C'est un atelier qui est d'autodescription en fait, qui permet aux co-chercheurs en début de recherche-action collaborative de se situer à la fois dans leurs intérêts et dans leurs dépendances, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils font, qu'ils sont ce qu'ils sont dans le cadre de la recherche-action collaborative. Et en fait, c'est très enrichissant parce que l'ensemble des co-chercheurs, qu'ils soient scientifiques, designers ou professionnels de petite enfance, font cet atelier, se situent sur la boussole et ça permet de reconnaître la situation de l'autre parce que c'est un exercice collectif qui se fait en plénière avec toutes les équipes, tous les co-chercheurs. Et les ateliers réflexifs de co-développement personnel arrivent dans un second temps et l'enjeu n'est plus tant de décrire sa situation dans ces exercices-là, mais de cibler des problèmes et de réfléchir à des solutions collectives. Et donc on passe de la description à l'action. Donc d'où les deux grands axes et la complémentarité de ces ateliers tout au long de la recherche-action collaborative. Tout au long de cette première partie, nous sommes revenus aux racines de la création de Premier Cri, soit notre envie de faire recherche autrement pour la petite enfance. C'est-à-dire en impliquant les professionnels de terrain, tout en gardant une rigueur scientifique, une créativité ancrée dans le réel et une réflexivité des pratiques de chacun et chacune. Dans la deuxième partie de cette formation, nous explorerons à travers plusieurs vidéocapsules chaque étape d'un projet de recherche-action collaborative.